Eh, tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Après l'interview de Jonathan Fernandez et les témoignages inspirants des deux précédents épisodes, on continue notre voyage au cœur des pratiques enseignantes. Cette fois, place à deux nouvelles voix. Une collègue du premier degré et un collègue de collège qui nous racontent comment ils intègrent l'enseignement explicite dans leur pratique, dans leur classe, deux approches, deux contextes, mais une même envie de faire apprendre autrement. Bonjour Nathalie et Raphaël. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer vos pratiques en classe d'enseignement explicite. Donc, merci d'avoir pris ce temps. Rapidement pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, je m'appelle Nathalie. Je suis enseignante au CM2 dans l'Académie de la Réunion. J'ai un CM2 cette année et je suis en REP dans une zone rurale aussi, en montagne. Voilà. Merci. Bonjour, donc je suis Raphaël, professeur de mathématiques dans un collège du 15e arrondissement de Paris. Et cette année, j'ai des classes de 5e et de 3e. Alors, première question, pourquoi vous êtes-vous, à un moment donné dans votre carrière, intéressé à l'enseignement explicite? Bah, en fait, c'est des programmes en 2016, je crois, ou 2018 qui m'ont fait réagir parce que je voyais partout enseignement explicite, enseignement explicite. Et je me demandais, qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite? Hmm. Et c'est à ce moment-là que je suis allée voir des webinaires, que j'ai commencé à acheter des livres comme Enseignement explicite et réussite des élèves de Steve Bissonnette, Mario Richard. Après, j'ai suivi des webinaires. J'ai eu aussi des sites qui me proposaient justement toutes les différentes phases de l'enseignement explicite. Et du coup, je me suis mise déjà à la grammaire. Voilà. Et j'ai D'accord. trouvé déjà des résultats et voilà, c'était Et ça, lancé. et ça t'a donné envie d'explorer un peu plus. De continuer, tout à fait. Raphaël, qu'en est-il pour toi? Alors, pour ma part, ça fait un moment que j'ai à cœur de proposer des stratégies et des pratiques pédagogiques fondées sur l'épreuve. Et donc, j'avais un peu exploré ce qui se faisait. Et donc, je suis tombé sur l'enseignement explicite il y a déjà 2 ou 3 ans. On commençait à en parler sur l'Académie de Paris. Et quand j'ai vu un peu la littérature scientifique qui était assez robuste, bah, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et donc j'ai un peu creusé de mon côté, regardé quelques conférences, j'ai lu des bouquins et voilà, donc j'ai ensuite petit à petit mis en place l'enseignement explicite dans mes classes. D'accord, donc à la fois des éléments de programme qui donnent envie et peut-être aussi cet ancrage dans une approche fondée sur les sciences de l'éducation. Et alors du coup, sur quel sujet, quel thème, quel type d'apprentissage vous utilisez aujourd'hui l'enseignement explicite? Nathalie? Alors moi, ça fait pas mal de temps que je le fais, donc j'ai Mhm. commencé par la grammaire, comme je le disais tout à Mhm. l'heure. Et ensuite, je me suis intéressée à tout ce qui est en fait comme l'enseignement explicite était justement pour alléger la charge cognitive. Je me suis dit, tiens, je vais m'attaquer des domaines un peu plus costauds Mhm. pour mes élèves, comme la lecture-compréhension, voilà. Et maintenant, ça fait 2 ans maintenant avec Jonathan Fernandez sur la production d'écrits, voilà. Et après, bon, il y a les comportements aussi, parce que il y a des choses que je peux faire en classe aussi. J'ai bien compris qu'on pouvait le faire aussi en enseignement explicite sur la gestion des comportements des élèves, sur la lecture de consignes. Enfin, dès qu'il y a un souci, dès que je vois que ça ne passe pas, que la Mhm. notion elle est trop importante, elle est trop complexe, je le fais. Voilà. Mhm. Je modèle, je connais les étapes, je suis, et puis c'est tout. Donc tu t'adaptes en fonction des besoins des De élèves. mes élèves. Voilà, tout à fait. Alors Raphaël, en mathématiques. Alors je dirais qu'aujourd'hui, en termes de contenu disciplinaire, j'essaye de suivre un enseignement explicite pour à peu près tous mes chapitres, même si c'est pas toujours pour toutes les étapes, mais j'essaie quand même d'avoir cette structure avec une phase de modelage. Et cette année, j'ai commencé l'enseignement explicite des comportements. Mhm. Donc, du coup, là, je sors un peu du champ disciplinaire pour voilà, espérer une amélioration du comportement de certains de mes élèves avec qui ça peut être un peu difficile. D'accord. Donc, en fait, tous les deux, vous avez un petit peu la même démarche, c'est-à-dire initier sur des contenus disciplinaires et puis ouvrir. Donc là, on le voit, hein, pour vous deux, c'était ouvrir sur la gestion des comportements. Alors, de manière un petit peu réflexive,
Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique, à vous, d'enseignant, le fait de vous mettre à l'enseignement explicite? Moi, je pense que je me sens beaucoup plus confiante, bizarrement, dans ce que je fais, dans mes pratiques de classe. Mhm. J'ai un ressenti autre aussi par rapport aux rétroactions que je peux avoir dans ma classe. Avant, par exemple, je ne me baladais pas trop dans la classe non plus. Maintenant, je le D'accord. fais souvent. Voilà. C'est des petits détails, mais bon, qui ont leur importance parce que du coup, je peux cerner vite fait s'il y a quelque chose qui colle pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Et repartir sur du modelage si vraiment il y a une grosse majorité qui n'a pas entendu ce qu'on a fait avant. Bah, il y a aussi des questions que je posais avant versus ce que je fais maintenant. C'est, vous avez compris, évidemment, Oui. j'avais un oui général. Mais maintenant, je vais demander, mais qu'est-ce que tu as compris? Ou alors, je ne demande pas non plus, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce qu'il ne pourra pas me l'expliquer puisqu'il ne l'a pas compris. Oui, oui. Donc, voilà, je fais attention aux questions que je pose, en fait, Oui. et à Je, la je me rétroaction permets que j'envoie. de Oui, dire aux auditeurs, on a fait un épisode spécial sur cette question, sur la compréhension. Arrêtez de poser la question avez-vous compris, mais passez à qu'avez-vous compris. Donc je renvoie oui. nos auditeurs vers cet épisode. Alors par exemple, ça m'intéresse ce que tu dis sur les déplacements en classe, parce que du coup, c'est parce que tu avais besoin de vérifier la compréhension de tes élèves que tu t'es mis à te déplacer. Enfin, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'avant tu ne le faisais pas? Je ne le faisais pas souvent. Je me disais, bon, il y a les exercices, ils sont en train de faire les exercices, je les laisse tranquilles. Ça Pour moi, voilà, suffisait. c'était Oui. quelque chose, voilà. Et les rares fois où je me déplaçais avant l'enseignement explicite, c'était pour constater que certains élèves étaient en train de me recopier l'exercice, qu'ils avaient l'impression d'avoir fait Mm, quelque chose. Et je me suis dit, bon, là, il y a un problème, c'est que moi, il y a quelque chose que j'ai pas réussi à faire passer. Et justement, quand j'ai vu l'enseignement explicite ensuite, bah, dans la démarche, il y a aussi se déplacer, qui est mm, quelque chose de très important aussi à faire. Déjà parce que ça maintient l'activité aussi, parce que bah, dans les groupes, parce que généralement je travaille en binôme ou en groupe, mm, bah, on est sûr que bon, ce dont on est en train de discuter correspond à ce qu'on est en train de faire et pas de la veille au soir ce qu'on a pu faire. mm, Donc ça les tient en alerte. Et puis ils savent que je me balade, donc quand ils ont besoin aussi, c'est plus rapide. Je viens voir en petits groupes, c'est plus rapide pour eux. Et puis je les cerne très rapidement aussi. Ben, j'ai acquis des tics comme ça maintenant, à savoir que voilà, quand il y a une incompréhension, je vais la repérer, je vais voir un autre groupe si c'est la même chose, je vais arrêter tout. Et puis voilà, on va revoir ensemble. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qui c'est qui peut me le dire? Enfin, refaire une pratique guidée, quoi, en fait, en mm, miniature mm. pour que bah, ça reparte, quoi. Voilà. Hmm. Donc, Donc en fait, ouais, ce que j'entends, c'est que les déplacements dans la classe qui sont pour aller interagir avec les élèves, prendre de l'information, savoir ce qui a été compris, dans le cadre de l'enseignement explicite, ça prend sens et ça devient utile parce que utile. intégré à cette stratégie, plutôt que Mhm, être face à un constat de bon bah je vois bien qu'ils n'ont pas compris, mais comme il n'y a pas de mhm. stratégie globale, on se sent un petit peu plus démuni, alors que là, on se sent au contraire utile et en possession des stratégies pour les faire progresser. Tout à fait, oui, tout à fait. Merci. Alors, Raphaël, on revient sur cette même question de savoir le fait de passer à de l'enseignement explicite, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique? Il y a une chose essentielle que ça a changé, mais qui n'est pas, je pense, propre à l'enseignement explicite, c'est de définir l'objectif d'apprentissage Hmm. et de le distinguer de la tâche scolaire. Ça, j'en ai pris conscience grâce à l'enseignement explicite. Et donc, voilà, donc maintenant, je m'impose de toujours définir un objectif d'apprentissage que je donne aux élèves et que je laisse afficher. Alors, c'est vrai que le fait de le laisser afficher, c'est important hein, pour l'attention des élèves. C'est-à-dire quand les élèves, tout d'un coup, vont être distraits, ce qui est normal pendant une séance, s'ils ont à disposition sous leurs yeux cet objectif d'apprentissage, ça les aide à se reconcentrer sur le bon objectif. Voilà, donc ils l'ont effectivement au tableau, ils l'ont aussi sur la feuille, le support que je leur distribue. Puis ensuite, ça a changé ma façon de concevoir mes séquences et mes séances. Je les construis un peu différemment. Je commence par définir justement ces objectifs d'apprentissage et à partir de des objectifs d'apprentissage, je vais ensuite choisir les tâches scolaires que je vais donner à mes élèves. Donc ça, c'est en amont. Et puis, ben, en classe, dans mes pratiques, donc j'essaye, comme je le disais précédemment, de suivre les grandes phases de l'enseignement explicite. Donc ça a structuré de manière assez cohérente d'une séance à l'autre mes séances, justement. C'est agréable déjà parce que, encore une fois, ça m'aide à structurer mes séances. Ça m'aide à suivre un fil au cours de la séance face aux élèves. C'est une vraie Et plus-value, même dans le rapport que j'ai à mon métier. ça rassure même, je dirais. Oui, Oui, le fait d'avoir ce cadre.
Oui, oui, Bah, oui. oui, oui. Ouais. On Alors peut, ça, on mon peut côté rien un peu, oublier. ouais, Mmh. ouais, On peut rien le côté un oublier peu toqué, effectivement, et aime en bien. même temps, c'est un cadre qui est suffisamment souple pour permettre, une vie de classe. Enfin, je veux dire, c'est pas un cadre qui vient rigidifier un C'est fonctionnement. figé, oui. Ouais, et Mm. figé, ouais, c'est ça. Non, parce que c'est un peu un reproche qu'on entend parfois sur l'enseignement Mm. explicite, c'est que c'est un cadre très figé qu'on peut pas changer. Effectivement, je pense que c'est une mauvaise compréhension. Et peut-être je rajouterais aussi, avant de faire l'enseignement explicite, j'ai expérimenté la classe inversée, Mmh mh. bon, qui est une pratique qui, je crois pas, est vraiment d'efficacité. En tout cas, j'ai rien observé à mon niveau. Mmh mh. Mais par contre, sur la phase de modelage justement, je pense que ça peut avoir un intérêt, enfin je sais que certains chercheurs comme Jonathan Fernandez en parlent, de réaliser des capsules vidéo de modelage, et donc ça aussi voilà, ça m'interroge, et c'est une pratique alors que je n'ai pas encore vraiment mis en place, mais que j'aimerais, explorer. Pour revenir à ce que disait Raphaël tout à l'heure, je pense souvent que l'enseignement explicite, c'est voilà, il y a l'étape du modelage, Mmh. l'étape de la pratique guidée, l'étape bah, pour clore la leçon. En fait, non, toutes ces étapes, bah, voilà, comme on disait tout à l'heure, si on s'aperçoit qu'il y a des élèves qui ne le suivent pas, bon, on va peut-être revenir au modelage pour certains, d'autres, c'est refaire juste un petit bout de pratique guidée plus intensif et avant de les amener à l'autonomie. Mmh. Et le transfert, ben, on va pouvoir le faire parce qu'on l'a justement pendant la pratique guidée, on a pu voir un panel de Mmh. contextes et du coup, ils vont pas se sentir complètement biaisés quand ils vont être en pratique autonome, qui est jamais non plus un lâcher prise des Non. enfants Mmh. total. Voilà, voilà. Mmh. Donc, c'est oui, il avait raison, Raphaël, tout à l'heure, c'est de pouvoir revenir sur toutes les phases qu'on a instituées déjà dès le départ quand c'est nécessaire, et puis c'est tout, voilà. Mmh. Donc des étapes qui sont présentées comme ce suivant, mais en fait, dans la réalité, c'est pas figé et c'est Mm, pas mm, mm. linéaire et il peut y avoir des allers-retours. Et l'autre point que tu soulignes, Nathalie, qui est vraiment important aussi, c'est le fait qu'il y ait une multitude de tâches qui vont porter sur des contextes différents, qui favorisent le transfert, puisque être capable de transférer chez un élève, c'est être capable de faire la distinction entre les propriétés liées au concept qu'on est en train d'étudier et les caractéristiques de chacun des exemples. Et on sait que pour arriver à transférer, il faut multiplier les exemples ou multiplier les contextes d'études. Et c'est vrai que de par son organisation, l'enseignement explicite favorise cette exploration des contextes et donc le transfert. D'autant plus que là, il est fait de manière explicite. Tu vois, je fais plus attention maintenant. Avant, dans ma pratique de classe, bon, j'avais des exercices, voilà, d'application, on va dire, et puis Oui. j'avais une évaluation. Et là, je m'apercevais que même les bons n'y arrivaient pas. J'ai mis il y a un Mmh. problème. Je sais pas, mais on a vu le présent de l'indicatif. Je donne un exercice à la fin. Et en fait, quand on voit, effectivement, quand on prend conscience du processus qu'il y a avant et qu'on l'a planifié, on voit bien que les types d'exercices, par exemple, Mmh. ça paraît anodin, hein, mais les types d'exercices qu'on a pu donner, les consignes sont pas ça. Je veux dire, on va donner, voilà, prends les verbes entre parenthèses, mets-les au présent, les verbes qui sont au gras, mets-les au présent. Et puis tout d'un coup, l'évaluation, c'est bah, transcrit, voilà, ce texte. Est-ce que tu peux le mettre au présent? Oui, d'accord, mais la démarche n'est pas du tout la Mmh. même. Il faut que je retrouve les verbes. Il faut que, voilà, que je sache de quel groupe ils sont. Enfin, il y a tout un tas de processus derrière qu'on n'a pas vu. Et Mmh. on se dit, bah mince, même les meilleurs, ils n'y arrivent pas. Pourtant, c'est toujours le présent de l'indicatif. Donc, faire attention à cette continuité, moi, j'en ai pris conscience à ce moment-là, quoi. Et j'ai Mmh. pris conscience de pourquoi j'avais ce malaise au niveau des évaluations ensuite, quoi. Voilà. Mmh. Donc, c'est important aussi, ça. J'ai le même, même ressenti, enfin le même, comment dire, La même observation? la même observation, merci, que Nathalie. Effectivement, bien finalement, essayer de coller au plus près de ce qu'on a fait finalement en classe, parce qu'on veut les évaluer sur ce qu'on leur a appris à faire et pas forcément tout de suite sur ce qu'ils sont capables de faire un peu plus en autonomie. Donc, être aligné avec le contenu de la séance, je pense que ça, c'est grâce à l'enseignement explicite que j'ai pu en prendre conscience. Et quand on travaille avec des gens sur l'enseignement explicite, le mot aligné, alignement, c'est quelque chose qui revient souvent. Ce concept Mhm. de on est aligné, aligné entre les consignes et les objectifs, Mhm. aligné entre les processus mentaux et les critères de réussite, aligné entre les tâches qui sont liées à l'apprentissage et les tâches qui vont être liées à l'évaluation. Ce concept d'alignement qui est quelque chose de très fort qui ressent. Mhm. Alors, on dit parfois que le modelage, c'est une étape qui est difficile à faire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que à chaque fois que je me suis intéressée à l'enseignement explicite, dans chaque matière, il était sorti quelque chose de très intéressant avec des vidéos de modelage, de pratiques guidées et ainsi de suite. Quand c'était la grammaire, j'avais trouvé un site québécois qui Atelier Onca à l'époque et qui me proposait les vidéos. Voilà, voilà, ça c'est le modelage et voilà comment on doit le faire. Donc je m'imprégnais et ensuite j'allais le retranscrire en classe et j'adaptais par rapport à mes élèves, évidemment. Ensuite, en lecture, c'était pareil. J'ai trouvé Adèle Lucam et c'était Mhm. pareil. Non seulement il y a les pré-tests, les post-tests, les exercices, mais il y a des vidéos aussi. Donc, je pouvais pas comment dire, me sentir mal à l'aise parce que Mhm. j'avais vu et revu les vidéos. Mhm. Et bon, après, c'est la pratique qui fait qu'au bout d'un moment, bon, ben voilà. Donc, maintenant, je peux pas dire que je suis embêtée par le modelage à part l'objectif qui me semble toujours difficile pour Mhm. moi, parce À qu'il faut être définir. extrêmement précis Ouais. et il y a plusieurs critères qu'il ne faut pas oublier et quelquefois je me perds dans l'objectif. Mais c'est important parce que bah, il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont. Mhm. Et c'est vraiment, voilà, s'il y avait un point, c'était ça, quoi. Et puis les ressources pour travailler certaines compétences, par exemple, de compréhension. Par exemple, je sais pas, je fais des inférences, bah, trouver des blocs Mhm. où justement il y a des inférences explicites dans le texte et puis d'autres où il y a des inférences ben, implicites, Mhm. faut pouvoir le trouver. Alors j'ai aussi de la chance, j'ai trouvé en fouinant de ci, de là, des sites, des éditeurs, toujours du côté du Canada, voilà, qui possédaient pas mal de choses là-dessus. Donc moi, ça va. Bah merci parce que ce que j'entends moi, c'est que avoir des ressources, ça aide à s'approprier ce concept de modelage et que en fait ça s'apprend et que là toi on sent Nathalie, hein, t'es experte dans cette pratique et que maintenant tu peux transférer toi-même le fait de faire du modelage sur des nouveaux contenus. Raphaël, quelle est ton expérience sur ce point-là? Moi, pour le coup, je trouve que c'est une phase assez difficile. J'ai pas trouvé beaucoup de ressources pour m'aider. Alors, j'ai peut-être pas suffisamment cherché. Mais donc en amont, je trouve que préparer un modelage efficace, c'est pas évident d'essayer de repenser à toutes ces étapes qu'en tant qu'expert, quand on est enseignant, on a un peu, enfin, on a automatisé. Donc essayer de déconstruire ces automatismes pour Mm. les rendre visibles, comme on dit, à nos élèves. Donc ça déjà, une difficulté en amont. Et puis pendant, quand on est face à la classe, je trouve que c'est difficile de faire un modelage pas trop long pour Hmm, maintenir l'attention de nos élèves hmm, mais qui est quand même suffisamment explicite pour qu'il soit efficace. Parce que le but, c'est pas d'aller vite pour se débarrasser de cette phase et après ne pas fournir tous les éléments nécessaires à nos élèves. Donc, hmm. je trouve que c'est une phase assez difficile pour moi, en tout cas, encore aujourd'hui. Ce que tu disais, Nathalie, tout à l'heure, c'est que parfois, quand les élèves vont être en pratique guidée, on va se déplacer dans la classe, on va les écouter. Et en fait, en les écoutant, on se rend compte qu'il y a peut-être un point sur lequel on n'a pas été suffisamment clair ou qu'on n'a pas suffisamment mis en avant. Et dans ces cas-là, on peut revenir en modelage et dire, en fait, je me rends compte qu'il faut que je complète un petit peu ou on va reprendre ce point-là. Et donc, il me semble aussi que c'est en écoutant les élèves en pratique guidée qu'on apprend à affiner son modelage. Oui, alors ça, il y a ce qu'on appelle l'enseignement réciproque aussi qui est important, c'est de se dire que bah, de temps en temps, on s'amuse comme ça, on prend des binômes ou un groupe qui se dit, bah voilà, nous, on va expliquer comment on a fait Mhm. par rapport au modelage, donc ils vont utiliser le modelage et les autres vont leur dire, bah non, là, c'était pas comme ça, donc on va revenir dessus, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Alors si effectivement, moi, je n'ai pas fait correctement, je vais leur dire, oui, effectivement, là, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, j'aurais dû insister là-dessus parce que je vois que plusieurs voilà, il y a une incompréhension. Mhm. Donc, on va y remédier tout de suite. Je donne un autre exemple, ils regardent, on voit ensemble. Et effectivement, c'est important de pouvoir bah, stopper quoi, et dire oui, bah, je me suis trompé, c'est comme eux, ils ont le droit de se tromper et de revenir tout de suite sur le modelage si c'est nécessaire. Il n'y a pas de pression autre. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Au contraire, ça montre que, bon, ils ont avancé dans leur compréhension, mais là, il y a un Mhm. obstacle qu'il faut qu'on gère et qu'on gère très rapidement, quoi, pour que on puisse évoluer ensuite et passer à une autre, à la continuité de la pratique guidée, quoi. Mhm. Alors, dernière question, qu'est-ce que ça a changé, d'après vous, d'après vos observations, dans les comportements et les apprentissages de vos élèves?
Moi, je dirais que je les sens plus à l'aise, plus en confiance en eux, même les faibles compreneurs ou les faibles participants, je dirais, je ne Mm, sais pas comment le formuler, bah, ils osent s'exprimer. Alors maintenant, c'est vrai que je fais de Sciences Co à côté, donc ils savent que le mm, statut de l'erreur, ça n'a pas la même chose dans la classe, ça a une autre valeur, au contraire, on apprend de ses erreurs et ainsi de suite. Mais n'empêche que le fait de leur montrer en fait ce que j'attends d'eux, de leur montrer, de leur donner des explications. Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise, qui n'ont pas, excusez-moi le terme, mais des billes, mm, dès le départ, quand on lance quelque chose, ça les rassure tout de suite. Ils se disent, tiens, alors donc là, je suis plus attentive déjà parce que je connais pas ce qu'elle va faire là, je sais pas ce qu'elle va faire. Et bon, elle veut m'amener là puisque j'ai vu où est-ce elle mm, voulait en venir. Bah, je vais utiliser ce qu'elle a, même si c'est du copier-coller au départ. Oui, c'est un reproche qu'on fait à l'enseignement explicite, mais n'empêche que le temps qu'il fasse ça, il se met dans la peau de quelqu'un qui est en train d'étudier ce mm, phénomène-là, enfin cette notion mm, et pour ensuite pouvoir l'expliquer petit à petit. Quand moi j'ai quelqu'un qui au tout début comprenne pas que pour aller chercher un mot tout de suite, il faut aller prendre le dictionnaire et qu'on leur apprend qu'il y a le contexte, il y a le petit mot dans le grand mot, mm, et que lors d'un texte qu'on est en train de faire tout d'un coup, c'est toute la classe générale qui dit mais enfin, tu n'as pas vu, c'était dans le contexte. Là, moi, c'est tout bénef. Je me suis dit, bon, mm, c'est automatisé, c'est rentré et ça a servi à quelque chose. Alors, si on dit que c'est des perroquets, alors d'accord, c'est des perroquets peut-être au début, si vous voulez, mais ensuite, ils utilisent ce qu'ils ont appris correctement et à bon escient et sans que j'ai rien demandé, en fait, pour continuer à évoluer dans ce qu'ils font, quoi. Donc, moi, je trouve le plus gros point, c'est qu'ils ont beaucoup plus confiance en eux. Ils parlent plus de ce qu'ils ne comprennent, de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils mm, n'ont plus cette peur-là. Et de se confronter aux autres, c'est toujours agréable aussi, parce que les autres le font avec bienveillance aussi. Alors ça, c'est un point aussi qu'il faut gérer mm, dans les mm, comportements et se dire que c'est comme ça dans la classe et puis c'est tout. Et puis, il y a des petites choses qu'ils aiment bien, comme la désignation aléatoire. C'est les petits jeux qu'on fait parce que pour garder tout le monde attentif, on va mettre des étiquettes et on va tirer les prénoms d'une manière aléatoire. Donc, on capte leur attention jusqu'à la fin, quoi. Ils le mm, savent, ils s'en amusent, ils me le réclament. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que on sent qu'ils ont pris confiance en eux. Voilà. Et c'est vrai que aussi dans les évaluations, moi, mm, enfin, c'est pas l'impression, les évaluations, c'est des évaluations, ils retiennent plus. J'ai fait une expérience une fois et je m'y attendais vraiment pas. C'était des textes documentaires qu'on avait vus avant les vacances de décembre, qui sont très longues chez nous. On a ouais, un ouais, mois et ouais. demi, hein. Donc, quand on revient, poser des questions sur un texte qu'on est en train de regarder, et ils me font, ah maîtresse, tu te souviens, c'est le texte. Je dis, mais c'est dingue. Je dis, mais c'était le deuxième texte. Vous vous rappelez encore du deuxième texte qu'on a fait avant les vacances? Oui, 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 oui. Et là, ils sont capables de me donner le vocabulaire, de me dire quel texte. Je dis, bon, alors, pour jouer. Je dis, qu'est-ce qu'on a vu comme texte documentaire? Et ils étaient en train de me dire, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Je dis, waouh! J'ai même en compréhension et même des documentaires, parce que maintenant je pousse, je vais faire des documentaires Mm, vidéo, quoi. Et puis je mm, leur dis, bah, mm, allez hop, on prend des notes, comme on a l'habitude de faire. Et puis, ils sont capables encore de me dire des mots de vocabulaire, des choses qu'ils ont appris dans dans le documentaire vidéo. Alors, c'est juste de l'entendre et du visuel. mm, mm, Mais voilà, c'est impressionnant, je trouve. C'est impressionnant ce gain qu'ils ont dans les apprentissages, surtout, quoi. Voilà. mm. Puis ça a l'air d'être plus clair pour eux. Ça doit être sans doute ça, en fait. Et qu'on leur donne des billes, surtout, c'est ça. Et pas leur laisser, voilà, cherche. Et puis Oui, trouve une réponse. C'est pas possible, quoi. oui, Pour oui. certains, c'est carrément mission impossible. Ouais, de pas savoir ce qu'il faut faire dans sa tête quand on est face Oui, complètement. à une activité et avoir quelqu'un qui nous donne des billes, comme tu dis, sur bah, qu'est-ce que je dois faire dans ma tête. Et c'est vrai que même si au début on copie ce que l'autre a fait, en fait ça permet de faire une première fois et de se dire ah oui en fait quand je fais ça, ça marche un peu mieux que quand je fais rien. Et petit à petit de s'approprier ces éléments-là. Un truc tout bête, les lectures de consignes. On se Oui, dit, alors c'est loin ça a d'être l'air tout d'être bête, hein? Non, non. simple. Oui, non, mais ça a l'air d'être tout simple, quoi. On se dit, bon, c'est bon, qu'est-ce que tu comprends pas? Donc, complète Mm, une phrase avec, voilà, un verbe, je reviens sur les verbes, mm, mais bon, mm, oui, mais non, parce qu'en fait, ce
qu'il n'a pas compris, c'est que dans la consigne, il y a des éléments et c'est aussi un enseignement explicite Mm, de la compréhension de la consigne. Qu'est-ce qu'on te demande? Est-ce qu'on est bien d'accord sur le verbe, là, compléter? Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, oui, mais alors, quel verbe? Bah oui, mais alors là, il y a un problème. Si on regarde l'exercice, ben, on ne sait pas quel verbe c'est. Est-ce que c'est du premier, du deuxième? Donc, les terminaisons ne seront pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on a les terminaisons dans la consigne? Ah ben non, donc il y a quelque mm, chose, il y a toujours un élément qui est dans la consigne, il y a mm, toujours un élément qui va, même en mimant, voilà, pour leur dire que c'est dans la tête et qu'ils doivent avoir des connaissances quand même dans la tête mm, pour pouvoir et essayer une première phrase et voir si ça marche. Si ça marche, c'est bon, on peut y aller, on est à l'écrit. Alors qu'avant, on voyait toutes les têtes plonger vers l'exercice et quand on passe, voilà, j'avais les mm, exercices, on est en train de recopier l'exercice, quoi. Et puis voilà. mm. Donc ça change, oui, ça change, ça change. Raphaël? Bah, comme Nathalie, je trouve mes élèves, alors pas tous mes élèves malheureusement, mais une grande partie de mes élèves plus autonomes parce que effectivement, comme je leur ai montré comment faire dans un premier temps, ils peuvent plus facilement s'engager dans la tâche que je leur donne. Donc ça, c'est un point que je trouve très, très appréciable. Et le deuxième point, c'est sur la pratique guidée. Donc pareil, je leur apprends en début d'année à travailler, ce que ça veut dire travailler à deux, parce que finalement, c'est aussi Mm, quelque chose qu'on doit apprendre explicitement. Ils ne mm, peuvent pas deviner d'eux-mêmes. Et donc, dans la pratique guidée, je les vois de plus en plus, notamment cette année où j'ai vraiment fait un travail plus important sur l'enseignement réciproque qu'évoquait Nathalie tout à l'heure. Donc, je les vois plus travailler à deux, échanger le rôle. Donc, l'un des deux élèves qui est mini-prof, qui explique à son camarade, ensuite mm, les rôles qui s'inversent. Donc, ça, voilà, je vois, j'observe en tout cas à mon niveau une amélioration du travail en binôme et du coup de la métacognition, parce qu'en fait, ce qu'on leur demande de faire sans leur dire, c'est la mm, métacognition. mm. Et voilà. Prendre conscience des processus mentaux qu'ils ont réalisés, qui ont été Mm. efficaces. Ce que tu dis sur l'enseignement réciproque entre tes élèves, en fait, même à certains moments où tu ne leur dis pas explicitement dans la consigne de se dire en binôme ce qui se passe dans leur tête, tu observes qu'ils le font. Parce que c'était des Ah non, consignes ah que non, tu avais pardon. données. Ah, Non, non, non. Alors, donc maintenant, non, non, par contre, je leur dis explicitement. Donc, après le modelage, très souvent, maintenant, la pratique guidée, ils la font à deux. Donc, je leur dis explicitement, là, on passe, vous travaillez en binôme, on fait de l'enseignement réciproque. Enfin, je le formule de différentes façons, mais en tout cas, par contre, je le dis explicitement, là, vous faites j'appelle ça parfois le jeu de rôle. Donc, je dis, vous faites d'accord. le jeu de rôle avec le mini-prof et l'élève. Et D'accord. Et ils savent que le mini-prof doit voilà, ça, je leur ai enseigné. Ouais. verbaliser les processus mentaux qu'il est en train de faire au cours de la tâche. Exactement. Donc ça, je leur ai, en tout cas, j'essaye de leur apprendre explicitement cet enseignement réciproque dès le début de l'année. Donc, on a fait, comme je disais, un petit jeu de rôle. Et puis, de toute façon, je leur montre aussi durant le modelage comment faire. Hum, Et ils ont une petite notice à laquelle ils peuvent se référer au besoin. Mais donc, non, par contre, ça, c'est plus ce que j'observe quand je leur demande. Mais en tout cas, maintenant, ils savent normalement le faire vu que je leur ai montré, je hum. leur ai enseigné explicitement. Et encore une fois, bon, ce n'est que mon observation, mais je vois de plus en plus d'élèves le faire comme je leur ai appris à faire. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Un point sur l'enseignement explicite qu'on n'aurait pas encore évoqué. Moment Comme tu carte veux. blanche. Comme Nathalie, je trouve que c'est important de diffuser cette pratique qui a une vraie efficacité et qui, je dis pas qu'elle doit remplacer tout ce qu'on a fait avant, hein. L'idée, c'est pas de faire table rase de toutes les pratiques qui existaient préalable, mais voilà, c'est d'avoir conscience que voilà, c'est une pratique efficace, parce que c'est pas la seule non plus, mais c'est une pratique efficace qui est robuste scientifiquement, qui ne, je pense, bouleverse pas non plus complètement nos pratiques pédagogiques, hein. Enfin, moi, c'est pas Mm. l'impression que j'en ai en tout cas, et qui peut très bien compléter ce qu'on faisait avant sans le Ouais. remplacer comme. Ça, c'est une question qui est importante. C'est comment est-ce qu'on fait pour l'articuler avec Hmm. d'autres modalités, choisir le bon moment pour la bonne Mm. stratégie. Bah, ça, Ouais, parce Jonathan que. Fernandez, pardon, vas-y Oui, non, Nathalie. vas-y, vas-y. Jonathan Fernandez le dit bien dans l'épisode De la 22, semaine dans son dernière. interview Ouais. la semaine dernière, c'est qu'effectivement, la question, c'est où en sont les apprenants dans leur apprentissage. Et c'est, Mm. je pense, cette question-là qu'on doit se poser avant de savoir quelle pratique Est-ce qu'il est indispensable d'utiliser l'enseignement explicite ou est-ce qu'effectivement, si l'apprentissage est déjà plus solide, faire des pratiques différentes.
Ouais, des tâches complexes et autres où Voilà. il va pouvoir tout réutiliser, quoi. Mm. Mais voilà, lui donner les billes d'abord et ensuite, C'est ça. voilà, ensuite il joue. Voilà, ensuite il peut jouer. Exact, ouais, Oh. voilà. Eh ben, un grand merci à vous et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à toi. Merci, à Merci bientôt. Nathalie, merci Adeline, au revoir. Merci Raphaël. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.